Dans les deux parties précédentes, nous avons vu comment croissent la racine primaire et les racines latérales. Maintenant, nous allons voir comment cette croissance est régulée par des facteurs extérieurs et notamment la gravité. La régulation de la croissance par la gravité, en fait, c'est le gravitropisme. Dans le gravitropisme, on a gravi, qui fait référence à la gravité, et vous savez que cette gravité est représentée par un vecteur avec une certaine direction, donc là, la verticale, et un certain sens, ici, c'est vers le bas. Et puis, il y a tropisme. Tropisme, ça fait référence à une direction, ça signifie se diriger vers. Et donc, le gravitropisme, c'est la croissance orientée selon la gravité. On peut parler aussi de géotropisme parce qu'en général, le vecteur gravité est dirigé vers le centre de la Terre. Ce gravitropisme peut être positif quand il est orienté dans le sens du vecteur gravité ou négatif quand il va à l'opposé du vecteur gravité. Pour mettre en évidence le gravitropisme, c'est très simple, on va comparer deux situations. Dans la première situation, on prend une plante qui est placée verticalement à un temps t0 et puis on la laisse pousser jusqu'à un temps tn et donc on voit que la racine s'est allongée et est toujours verticale. Et on va comparer ça à une plante qu'on va placer horizontalement au temps t0 et puis on va observer ce qui se passe au temps tn. Et alors si on fait un petit film de ce qui se passe, voilà, la racine va changer d'orientation. Elle va croître pour se réorienter verticalement, donc selon le vecteur gravité. Donc la croissance se réoriente selon le vecteur gravité, ce qui forme une courbure dans la racine. Donc c'est comme ça qu'on met en évidence le gravitropisme. Donc on a observé une réorientation de la croissance de la racine qui semble se faire selon le vecteur gravité. Alors encore faut-il démontrer que c'est bien la gravité qui est responsable de cette croissance, de cette orientation. Alors on peut faire des expériences pour le prouver. Quand on a un facteur comme la gravité, comme ça, qu'on soupçonne d'être responsable d'une réponse biologique, on a plusieurs possibilités. Soit on va tenter de supprimer ce facteur, soit on va tenter de l'augmenter, soit on va tenter de le modifier. Donc, première expérience qu'on peut faire ici, ça va être de supprimer la gravité pour voir si on a toujours la réponse gravitropique. Alors, ça veut dire qu'on va se placer en apesanteur. Donc, ce sont des expériences qui se font dans les stations spatiales. Donc, en temps normal, sur Terre, donc on a une pesanteur normale. Les racines poussent toutes selon le vecteur gravité. Quand maintenant on fait la même expérience, mais en apesanteur, dans ce cas-là, vous voyez que l'orientation des racines, la croissance se fait un petit peu dans toutes les directions. Donc on a une perte de croissance orientée quand on est en apesanteur. Deuxième expérience qu'on peut faire, c'est tenter d'appliquer une force artificielle. Alors pour ça, on va utiliser un plateau qui est capable de tourner à une certaine vitesse et sur lequel on va placer donc des plantules. Donc au temps t0, les plantules sont parfaitement verticales, donc selon le vecteur gravité. Et puis après 24 heures de rotation rapide, vous savez que les racines croissent en permanence, donc 24 heures, elles ont le temps de bien pousser déjà. Voilà ce qu'on observe après 24 heures, les racines sont orientées un petit peu comme ça en biais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Elles ont été soumises à deux forces, la force du vecteur gravité, mais aussi la force centrifuge. Et la résultante des deux, c'est une force qu'on va nommer R, qui est orientée précisément dans cette direction, donc la direction adoptée par les racines. Donc là, ça montre que la croissance, elle est orientée selon la force résultante de la gravité et de la force centrifuge. Donc ces deux expériences, ça montre que c'est bien la gravité qui est le signal qui va déclencher la réponse gravitropique, donc la courbure. Maintenant que nous avons mis en évidence la réponse gravitropique et qu'on a prouvé que c'était bien la force de gravité qui était responsable de cette réponse, on va tenter de comprendre comment elle fonctionne. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un signal de départ qui est la force de gravité, donc avec une certaine direction, un certain sens, et que la conséquence, ça va être une réorientation de la racine selon le vecteur gravité. La question, c'est
quelle est la voie de signalisation qui va permettre de passer du signal à la conséquence. Les voies de signalisation, elles ont toujours un petit peu le même schéma. Il y a d'abord une étape de perception du signal, ensuite de transduction. Transduction, c'est un petit peu une transformation du signal. Ensuite, une transmission, une réponse, donc qui va permettre de conduire à la conséquence. Donc ici, on va s'intéresser, dans le cadre du gravitropisme, à comprendre comment se font les différentes étapes de la voie de signalisation de cette réponse gravitropique. Nous allons commencer avec l'étape de perception du signal et donc on va essayer de comprendre quel est le mécanisme qui se cache derrière. La perception du signal, elle a été identifiée par Darwin au XIXe siècle, qui travaillait sur les racines de maïs. Il avait donc fait une expérience dans laquelle il avait un contrôle. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu, avec une plante qui croît horizontalement à un temps t0. On attend un petit peu et puis à un temps tn, la racine s'est réorientée selon le vecteur gravité. Donc ça, c'est une réponse gravitropique normale. Donc ça, c'était son contrôle. Ensuite, il a fait une deuxième expérience dans laquelle il a supprimé la coiffe au temps t0 et il a observé ce qui se passait au temps tn. Et dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas de courbure. Donc ça veut dire qu'il y a une perte de réponse gravitropique quand on supprime la coiffe. Donc ça indique que la coiffe est nécessaire à la formation de la courbure et donc à la réponse gravitropique. Pour comprendre en quoi la coiffe intervient dans la perception du signal gravité, on va s'intéresser un peu plus près à son organisation. Donc vous avez ici un apex de racine et en rouge, vous avez délimité la coiffe. Et ici, on a fait une coloration au lugol. Et normalement, vous savez, le lugol, ça sert à mettre en évidence l'amidon, ça donne une coloration violette. Et donc, ce qu'on voit, c'est que certaines cellules de la coiffe sont colorées, ce qui signifie qu'elles sont riches en amidon. Et cette partie-là de la coiffe, donc qui est riche en amidon, on va appeler ça la columelle. On appelle ça aussi la zone centrale de la coiffe. Et par opposition, on va appeler le reste de la coiffe la zone latérale, la coiffe latérale. Si on regarde un peu plus près au niveau de ces cellules de la columelle, voilà ce qu'on peut observer. Donc on a des cellules avec des organites. Alors ces cellules, on va les appeler des statocytes. Donc ça, ce sont les cellules. Et puis les organites, on va appeler ça les statolites. Donc ce sont des gros amyloplastes en fait. C'est-à-dire les organites qui renferment l'amidon. Si on observe les cellules de la columelle au microscope électronique à transmission dans une racine qui est verticale, voilà ce qu'on observe. Donc on a une cellule avec son noyau et c'est une cellule qui est polarisée. Donc on voit les organites sont répartis à des pôles opposés de la cellule. En haut, on a le noyau et en bas, on a les gros amyloplastes, donc les statolites. Donc dans une racine verticale, les statolites sont orientés vers le bas de la racine. Si maintenant on tourne cette racine à 90 degrés vers la droite, voilà ce qu'on observe. Donc on voit que dans la cellule, le noyau il n'a pas bougé. Si on fait une rotation de 90 degrés de cette image pour la placer là, on voit que le noyau il n'a pas bougé. Par contre, on voit que les grains d'amidon, au lieu d'être au pôle opposé au noyau, ils se trouvent en fait sur la face qui est la plus vers le bas dans la cellule. Donc il y a une réorientation qui se fait en fait très rapidement des statolites vers le bas de la racine. Donc ça tend à indiquer que les statolites se réorientent dans la cellule selon le vecteur gravité, ce qui fait des statolites de bons candidats pour percevoir la gravité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les statolites étant de gros amyloplastes, ils sont très denses, ils sont très lourds, et donc il est tout à fait plausible qu'en fait tout simplement ils tombent sous l'effet de leur poids en fonction de la gravité. Pour étayer l'hypothèse que ce sont les statolites qui perçoivent le signal gravité au niveau des racines de la coiffe, on peut faire des expériences. Par exemple, on peut supprimer certaines zones de la coiffe. On peut supprimer la zone latérale de la coiffe. Dans ce cas-là, en fait, on remarque qu'il n'y a pas de différence au niveau de la réponse gravitropique, elle est tout à fait normale. En revanche, si on supprime les cellules de la columelle, là, on n'a plus de réponse gravitropique. En revanche, la croissance est normale. Donc ça montre bien que les cellules de la columelle sont importantes. Ensuite, on peut aussi utiliser des mutants, donc des plantes dans lesquelles il y a moins d'amidon dans les statolites. Et dans ce cas-là, ce qu'on remarque, c'est que la réponse gravitropique, elle est réduite, elle est un petit peu altérée par rapport aux plantes sauvages.
Donc les plantes sauvages, c'est les plantes qui ont des statolithes tout à fait normaux. Et dernière expérience, on peut déplacer artificiellement les statolithes dans les cellules grâce à un champ électromagnétique. Et dans ce cas-là, on peut réorienter la courbure de la racine dans le sens du champ. Donc on peut vraiment contrôler la réponse gravitropique avec le champ électromagnétique. Donc tout ça, ça montre que les statolithes sont bien responsables de la perception du signal gravité et qui sont nécessaires à la réponse gravitropique. On a identifié comment se fait la perception du signal. Maintenant, on va s'intéresser à la transduction, c'est-à-dire à la transformation de ce signal au sein de la cellule. Dans la membrane des statocytes, donc ces cellules de la columelle, il y a des canaux qui sont soit tensiodépendants, donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir s'ouvrir en fonction d'une force physique appliquée, ou des canaux qui sont reliés au cytosquelette d'actine. Et en fait, ce qu'on pense, c'est qu'en tombant sous l'effet de la gravité, les statolithes ils vont venir faire pression soit sur ces canaux, soit sur le cytosquelette, et que ça va entraîner l'ouverture des canaux. Et l'ouverture des canaux va pouvoir entraîner un flux de molécules qui va pouvoir générer toute une cascade de signalisation. Parmi ces molécules, on pense que le calcium jouerait un rôle important. En fait, les amyloplastes tomberaient sur des canaux tensiodépendants présents sur le réticulum endoplasmique, donc ce qui libérerait le calcium, et le calcium pourrait entraîner une cascade de signalisation qui entraînerait l'ouverture de transporteurs ou de canaux présents sur la membrane des cellules. Donc la transduction du signal, c'est-à-dire le passage d'un signal physique, la chute des amyloplastes, à un signal chimique des flux de molécules, ça se ferait grâce à des canaux qui sont sensibles à la pression. Nous avons vu que la perception et la transduction du signal se faisaient au niveau de la columelle. Maintenant, nous allons nous intéresser à la transmission du signal. En effet, le gravitropisme, on l'a vu, c'est une question de croissance. La croissance, elle est liée à la zone d'élongation. Donc, il faut qu'il y ait un signal qui fasse le lien entre la columelle et la zone d'élongation. Et je vous l'ai dit, quand on pense à la croissance en biologie végétale, on pense systématiquement à l'auxine. Donc, on va s'intéresser ici à la distribution de l'auxine dans une racine verticale et dans une racine horizontale. Dans la racine verticale, c'est une distribution dont on a déjà parlé. On a une accumulation d'auxine à l'apex avec un gradient. Quand on repositionne la racine à l'horizontale, il va y avoir une modification de l'accumulation d'auxine qui va principalement s'accumuler sur la face qui est la plus basse dans la racine, l'orientée vers le sol. Or, l'accumulation d'auxine, elle est liée au flux d'auxine, donc au transporteur d'auxine. Donc, ça signifie qu'il y a eu une modification ici au niveau de l'activité des transporteurs d'auxine, en particulier c'est PIN3. Ce qui va se passer, c'est que PIN3, qui en temps normal n'est pas polarisé, est réparti sur toutes les faces des cellules de la columelle, va se réorienter et va se polariser pour être uniquement sur les faces les plus basses des cellules. Et ça va induire un flux d'auxine du haut vers le bas, donc c'est ce qui est indiqué par la flèche ici, et donc une accumulation d'auxine dans le bas de la racine. Donc c'est bien l'auxine qui transmet le signal. Maintenant, quelle va être la conséquence de cette accumulation d'auxine dans le bas de la racine? Ça va être une élongation différentielle des cellules sur les faces opposées de la racine. En effet, on a déjà vu que l'effet de l'auxine est dépendant de la dose, de la concentration, et que plus la concentration est importante, plus on va avoir une inhibition de l'élongation. À l'inverse, pour qu'il y ait une stimulation de l'élongation, il faut que la concentration soit relativement faible. Donc ici, la concentration en auxine elle va être plus faible sur la face supérieure que sur la face inférieure de la racine. Donc on va avoir davantage de croissance ici que là, et donc formation d'une courbure. Donc la courbure, elle est due à l'élongation différentielle des cellules sur les faces opposées de la racine, et cette élongation est contrôlée par la concentration en auxine. En conclusion, nous avons pu décrypter la voie de signalisation du gravitropisme. La perception se fait grâce à la réorientation des statolithes de la columelle en fonction de la gravité. La transduction se fait grâce à l'ouverture de canaux tensiodépendants et à la libération de calcium. La transmission se fait grâce à la relocalisation des transporteurs PIN3 qui vont entraîner un flux asymétrique d'auxine dans la racine. Et la réponse est liée à l'élongation différentielle des cellules aux faces opposées de la racine, ce qui va induire une courbure de la racine.